Où êtes-vous né? Je suis né en Italie, à Fabriano, qui est dans la région des Marches, qui est, si vous voulez, en face de Rome, côté Adriatique, pas loin de l'Adriatique. Vous avez quel âge actuellement? En ce moment, attendez, il faut que je calcule un peu, 97 et demi. Ah, ok. Pouvez-vous me dire votre nom complet et votre date de naissance, s'il vous plaît? Ma date de naissance, moi je suis né le 29 octobre 1926. Ah oui, d'accord. Ce qui fait 97 ans et demi, et 6 mois, 7 mois même. Quelle était votre situation familiale avant la guerre? Moi, avant la guerre, je vais vous dire, une vie un peu spéciale. Moi, je suis né en Italie. Okay. Parce que ma famille était d'origine italienne. Et donc, le 29 octobre 1926, mais j'ai déjà une date qui est fausse, parce que je ne suis pas né le 29. Ah. Je suis né le 28 octobre. Mais mon père, qui était républicain, et le 28 octobre 1926, c'était l'anniversaire de la marche sur Rome de Mussolini. Mussolini, c'était un fasciste, et mon père n'était pas pour. Ah. Ce qui fait qu'il m'a déclaré que le 29. Mon père a quitté l'Italie, il a fui Mussolini en 1929 pour venir en France. Son épouse, à l'époque, elle avait 4 enfants, 4 garçons, de 12, 9, 8 et 3 ans, moi. Elle a rejoint l'année d'après, donc en 1929-30. Elle est revenue comme lui, sont passés par les Alpes, à pied, avec des guides, qui les ont donc aidés. Moi, j'étais à 3 ans, j'ai traversé les Alpes 3 jours et 3 nuits dans un sac à dos. Ouais, oui, puis j'avais 3 ans. Et voilà, donc nous sommes venus en France. Et nous avons été naturalisés français en 1936. Et c'était d'ailleurs la fierté de mon père, parce que mon frère aîné, qui était né en 17, donc en 37, il a passé son conseil de révision. Et mon père l'a passé en même temps que lui, puisqu'il était français depuis 1936. Voilà. Et notre famille, donc mon père est venu travailler en France, faire sa famille, puis nous sommes français. Que faisiez-vous avant la guerre? Alors, juste avant la guerre, je continue, donc j'ai commencé par habiter à Saint-Joire en Faucigny, ensuite nous sommes montés à Bonnevaux, et en 1937, nous sommes descendus à Évian. Et en 1938, j'ai été pris comme cadet au golf. Et j'ai porté des sacs pour un couple, une dame et un monsieur, donc. Lui était anglais, puis elle était hollandaise d'origine. Et j'ai porté le sac pour madame. 15 jours après, 3 semaines, enfin exactement, elle a voulu m'adopter. Comme c'était d'une famille bien aisée, qui n'avait pas d'enfants, mes parents, finalement, étaient d'accord, parce qu'il y avait quand même, à l'époque, on était 4. Ma sœur était née à Saint-Joire, on était déjà 5 enfants, c'était pas très riche, ils étaient peintres en bâtiment. Donc, en 1938, j'ai été adopté par une famille hollando-anglaise, qui m'ont emmené en Hollande, à La Haye, avec eux. Et en 1939, comme vous savez, il y a eu la guerre, en novembre, si je ne me trompe pas, novembre 1939. Et mon parrain, quand il s'appelait parrain et marraine,
a été kidnappée par les Allemands en Hollande. J'ai su après qu'il était un des chefs de l'intelligence service, c'est-à-dire des services secrets anglais. C'est pour ça qu'ils sont venus le capter. Donc elle, son épouse, était renvoyée en Angleterre par mesure de sécurité, et moi, on m'a renvoyé en France, à Évian. Et la dame, ma marraine, donc, qui était en Angleterre toute seule, elle a fait le nécessaire pour que je la rejoigne. Donc moi, je n'ai pas eu de mérite. Elle a fait le nécessaire grâce à l'ambassade britannique à Berne, enfin, en Suisse, puis la Croix-Rouge internationale, qui ont fait le nécessaire pour avoir un passeport, tous les papiers nécessaires pour que je parte. Et en 41, janvier 41, je suis parti de Genève pour l'Angleterre, via Madrid, Barcelone, Madrid, Lisbonne. À Lisbonne, j'ai dû attendre 1 mois et demi, 2 mois, et l'ambassade d'Angleterre m'a trouvé une place dans un avion pour aller en Angleterre. Voilà. Donc j'ai rejoint l'Angleterre en 41, mais j'ai aucun mérite, parce que j'avais tous les papiers, sauf que je n'avais que 14 ans, lui, et j'étais tout seul. Voilà. Comment avez-vous appris l'entrée en guerre? Comment j'ai appris? Oui. Ben, on a appris, parce qu'à l'époque, on avait juste une radio, on a appris par la radio. En Hollande, puis en France, c'est la radio qui annonçait qu'on entrait en guerre contre l'Allemagne. Et comment vous avez réagi? Ben, moi, vous savez, à mon âge, à l'époque, hein, donc en 1939, j'avais 13 ans. Je n'ai pas de réaction, moi, personnellement. C'est après que j'ai eu. Ah. Mais là, on était en guerre, on était en guerre. Hein. Puis comme vous, à 13 ans, ben, on ne savait pas ce que c'était, nous, la guerre. Moi, je ne savais pas. Hein. À l'époque, vous n'étiez pas concerné quand vous avez 13 ans? Ah ben, moi, j'étais concerné comme tous les Français. Mais j'avais rien d'obligatoire. Hein. Moi, j'étais à l'école, sauf que je n'étais pas à l'école. Si, je suis revenu aussi, je dis des mensonges. Parce que quand je suis parti à La Haye en 1938, j'ai fait plus d'1 an jusqu'en 1939, sans aller à l'école. J'étais à la maison, où j'avais des cours particuliers. Et quand je suis revenu à Évian en 1939, donc je suis retourné à l'école, où j'ai passé mon certificat d'études. Et je l'ai eu, j'étais bien content. Voilà. Comment pouvez-vous décrire votre formation militaire? Militaire? Oui. Mais je n'avais aucune formation militaire, en 39-40. Et après? Ah, mais après, alors voilà, donc j'allais vous expliquer ensuite. Donc j'étais en Angleterre, j'étais dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le Devonshire. Je suis allé à une école anglaise, où j'ai appris l'anglais. Et on attendait tous les jours à la BBC les nouvelles de guerre. Puis on voyait passer les avions allemands qui venaient bombarder dans les villes assez proches, Exeter, Dartmouth, etc. Et à la BBC, un jour, on entend parler de la bataille de Bir Hakeim. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Bir Hakeim, c'était la première bataille par des soldats français. C'était en Libye. Ils étaient à peu près 3000, qui étaient commandés par le général Koenig, et qui ont résisté aux Allemands pendant 15 jours, 3 semaines. Les Allemands étaient plus de 35 000, ils étaient 3000. Mais ils ont permis à la 8e armée anglaise de se reformer et de pouvoir faire face à l'armée allemande. Et ça, je me dis, pourquoi il y a des Français qui se battent pour la France? Moi, je suis là, je fais rien, et j'ai dit, il faut que je rejoigne la France libre. Parce que là, j'avais entendu parler de la France libre, parce que la France libre, par le Coran, c'était donc la France créée par le général de Gaulle. De Gaulle, en juin, 18 juin 40, a lancé un appel quand Pétain, Darlan et autres ont fait un accord avec Hitler. Accord de paix, soi-disant. Et donc De Gaulle a fait un appel pour dire aux Français qu'on avait perdu une bataille, mais qu'on n'avait pas perdu la guerre. Et que les moyens qui ont permis aux Allemands de nous battre nous permettraient à nous de les battre plus tard.
Donc il y a eu l'appel du général de Gaulle, et c'est là qui a créé la France libre. Et il y avait son quartier général à Londres. Et moi qui étais en Angleterre, j'ai dit donc en 1942, la bataille de Bir Hakeim, c'était fin 1941, par là, j'ai dit, je veux aller me battre pour la France. Je ne veux pas rester là à rien faire. Et je suis allé à Londres, ma marraine était d'accord, et on m'a accepté à l'âge de 15 ans, j'étais le 16 août 1942, donc j'avais 15 ans et 9 mois, de près, hein, août, septembre, octobre, voilà. Et comme je n'avais que 15 ans et 9 mois, on m'a envoyé à l'école militaire des cadets de la France libre, parce que Charles de Gaulle avait créé une école pour des jeunes Français qui avaient moins de 18 ans pour essayer de former, pour faire des officiers. C'était un peu le Saint-Cyr de la France libre. Et on m'a accepté, et on m'a envoyé à l'école militaire des cadets de la France libre. Et c'est là, j'étais militaire, qu'on m'a appris le métier de militaire. Et c'est donc de 1942, l'école a fermé en juin 1944, suite au débarquement allié en Normandie. Et oui, pour vous dire, hein, c'était glorieux. Donc l'école militaire des cadets, on était à peu près, les 4 ans, on devait être à peu près 300 élèves. Dans les 300 élèves, il y a eu 5 promotions. Première promotion, qui avait été en début 1942, il y avait une quinzaine d'élèves qui ont passé le concours pour être officier. Et il fallait plus de 12 points sur 20 pour être suite à l'examen. Et donc il y a eu 5 promotions, et moi j'étais à la 5e. Suite à l'école allait fermer donc, et on était 149 élèves. Élèves à passer pas le concours, l'examen, pour être aspirant possible. Mais il fallait avoir 12 points. Sur les 149 élèves, il y a eu 120 qui ont réussi l'examen, avec plus de 15 points, et moi, j'étais 121e. Et il me manquait 15 centièmes de points. Donc j'avais 11,85, mais il fallait 12. Et donc j'avais 17 ans, là, à l'époque, on m'a nommé sergent. J'étais très content. Moi, je n'étais pas parti de l'armée pour être officier haut, c'était pour combattre pour la France. Donc à 17 ans, j'étais sergent. Et donc en juin 1944, donc après que l'école est fermée, on m'a affecté à la 2e division blindée. C'est la 2e division blindée, c'est la division Leclerc, qui venait d'arriver d'Afrique du Nord pour se préparer à combattre en France. Donc j'étais à la 2e DB. J'étais affecté à un groupe qu'on appelait le groupement tactique Dio. Dio, c'est le colonel qui a commandé le groupement tactique, c'était une brigade. Et là, j'ai été nommé sergent, et j'ai été fait chef de groupe motocycliste de l'état-major du colonel Dio. Pouvez-vous décrire votre première expérience sur le front? Ah ben, À votre premier front, votre première... ah ben, premier front, ben, vous savez, on était tous ensemble. Moi, on a débarqué donc en Normandie, la 2e DB a débarqué le 31 et le 1er août 1944. Donc c'est à peu près 6 semaines après le débarquement des Alliés, le 6 juin 1944. Et j'étais très fier, très heureux, avec tous mes camarades qui étaient autour de moi. On a débarqué à Utah Beach, c'était près de Sainte-Mère-l'Église. On a débarqué et quelques jours après, on a commencé à combattre contre les Allemands. Donc on a fait la bataille de Falaise, de Laval, pas loin de Rennes, et on a été libérés à Lançon. Et
Moi, comme jeune, j'étais très très bien, je ne me sentais pas du tout martyrisé. Hein. On est tous ensemble, on était là en France, on était là pour la libérer, on se sentait vraiment très bien. Vous aviez une haine contre les Allemands? Une crainte? Une haine? Moi, à cet âge-là, on n'aimait pas les Allemands, puisqu'ils nous attaquaient. Hein, ils ont attaqué la France, on est là pour les combattre. On ne les aimait pas. Moi, je les haïssais pas, mais je les aimais pas. Hein, donc, mais moi, oui, comme j'étais donc sergent motocycliste. J'étais sur une Harley Davidson. Et moi, comme arme, j'avais qu'un pistolet. Parce que moi, mon rôle, avec mes motocyclistes, c'était de porter les ordres du colonel Dio aux unités qui étaient au front. C'est lui qui les commandait, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Hein. Il n'y avait qu'un téléphone à fil, mais pas de téléphone portable. Et puis il ne fallait pas que les Allemands écoutent les ordres qu'il avait donnés. Donc tous les ordres étaient portés par des motocyclistes. Et on portait des ordres dans toutes les unités. Avez-vous été blessé ou capturé pendant la guerre? Oui, mais j'ai eu le malheur, si vous voulez, la tristesse. Beaucoup de mes camarades ont été blessés, que d'autres, malheureusement, ont été tués. Et moi, toute la campagne de France, je n'ai pas été blessé. Mais en Indochine, à Dien Bien Phu, j'ai été blessé par l'explosion d'un obus qui était à quelques mètres de moi, qui a, comment dirais-je, blessé à l'oreille. L'oreille, le tympan a été enfoncé, était vraiment abîmé. Et comme j'étais prisonnier, je n'ai jamais été soigné. Donc mon oreille s'est soignée toute seule. Et j'entends bien, ça va. Bien que j'ai des appareils maintenant. Hein. Et à ce moment-là, du coup, est-ce que vous avez été capturé par des Allemands Absolument pas, non. Non, j'ai jamais été capturé par les Allemands. On a toujours fait face aux Allemands, surtout que, bon, on a eu une chance. On était au sein de la 2e DB, donc c'est une unité qui est devenue d'élite, qui était vraiment formidable. Parce que la 2e DB de Normandie, donc on a fait la bataille de Falaise, et ça pour prendre Alençon. Ensuite, on a pu avoir de Clerc, enfin nécessaire pour avoir l'ordre, parce qu'on était sous les ordres du commandant militaire américain, qui commandait, je crois que c'était la 3e armée américaine. Et on était sous les ordres, parce qu'on était les seuls Français, enfin, qui étaient au nord. Et Leclerc, il a fait le nécessaire, il a eu l'ordre, vers le 10-15 août, de partir sur Paris, pour libérer Paris. Et donc la 2e DB, on avait 200 km à faire, on a mis à peu près une quinzaine de jours, et on est allé sur Paris. Et là, on a eu de la chance, on a pu libérer Paris, sans que Paris soit détruit par les Allemands. Et donc, je me rappelle toujours que le 26 août 1944, avec ma moto et mes motards, on a défilé dans les Champs-Élysées, bien derrière, il y avait le général de Gaulle devant, bien derrière, mais on a défilé le 26 août à Paris. Avez-vous noué des amitiés importantes pendant la guerre? Si on avait des amitiés avec les soldats? Oui. Ah ben oui, automatiquement, on était comme des frères d'armes. C'était vraiment une amitié sincère. J'avais beau être sergent, moi, j'étais sergent, mais on était tous égaux. Hein. Et donc c'était une amitié formidable. Parce qu'on était toujours prêts de se battre et de faire nécessaire pour sauver quelqu'un. Lorsque vous avez libéré Paris, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Comment je le ressentais? Oui.
Mais ça a été une joie énorme, fantastique. Quand vous pensez que on était arrivé à Paris, ça devait être le 23, 23 août. Les Parisiens qui ont vu des Français, des soldats militaires français venir les libérer, c'était incompréhensible. C'était incroyable. Moi, je me rappelle, j'étais dans la gare Montparnasse. J'ai dû arriver donc le 22-23. Et on dormait très bien, parce qu'on dormait sur le trottoir la nuit. Hein, on n'avait pas de chambre, on n'avait pas de lit ni rien, hein, c'était comme ça. Mais nous, on était quand on était en Normandie, avant qu'on arrive sur Paris, on avait acheté du beurre. On disait, tiens, les Parisiens, on savait qu'il y avait des manques, hein, il n'y avait pas de... Et à la gare Montparnasse, le matin, on avait fait nécessaire, on s'est mis sur une table, tout ça, et on disait, les Français, ils sont venus, on leur fait des cadeaux du beurre. C'est formidable. Avez-vous été témoin de moments particulièrement marquants? Ben, tout était marquant. Moi, ce qui m'a marqué, il y en a un, par exemple, ça n'a rien à voir, c'est à voir, c'était à Alençon. Et à Alençon, on était à la préfecture d'Alençon. C'était un besoin naturel. On n'avait pas de WC là, hein. Donc je suis allé dans la forêt, pour faire le nécessaire. Puis quand je suis revenu, j'ai vu des gens qui venaient vers moi. Alors j'étais gêné, je me suis vite habillé, et pour me donner une aisance, disons, j'ai sorti mon revolver, j'ai fait comme si je le nettoyais, puis sans faire exprès, j'ai tiré une balle. Qui m'a pris juste au niveau de la main. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vite aller un peu plus loin, où il y avait une ambulance de soins, pour me faire soigner. C'était pas grave, hein, c'était pas... Et là, qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un qui m'appelle... Il y a un sergent Bonopéra, là. Ben, je dis oui, c'est moi. Et c'était mon frère, mon frère Ennio, qui s'appelait, et qui était aussi à la 2e DB. Alors lui, en 40, il était militaire, il avait fait son service militaire, il était à Dakar, enfin à côté de Dakar, au Sénégal, avec le 12e régiment de cuirassiers. Le 12e régiment de cuirassiers, il est monté en Afrique du Nord après le débarquement allié, en novembre 43, je crois, ou 42. Et il a été mis dans le 12e cuir au sein de la 2e DB. Donc j'ai le bonheur de retrouver mon frère, qui lui était né en 1920, donc il avait 6 ans de plus, presque 7 ans de plus que moi. On se retrouvait ensemble. Et on a fait toute la campagne de France et d'Allemagne au sein de la 2e DB ensemble, et dans le même groupement tactique. Et lui, il faisait partie de la compagnie de circulation routière. C'est lui sa compagnie, qui comment dirais-je, marquait les directions à suivre, différentes routes. Compagnie de circulation routière. Donc, à Alençon, j'ai eu le bonheur de retrouver mon frère, un de mes frères. Où étiez-vous lorsque la fin de la guerre s'est finie? Ah ben, à la fin de la guerre, alors voilà, la 2e DB, donc, c'était, pour vous dire, après Paris, donc au début septembre, on a commencé à aller sur Strasbourg. Parce que le général Leclerc, qui à ses débuts était en Afrique équatoriale, et il a fait le serment à Koufra, dans un pays d'Afrique, de libérer Strasbourg, et qu'il ferait flotter les couleurs tricolores sur la cathédrale de Strasbourg. Il avait fait le serment en 41, en 40. Et donc, après Paris, à partir de septembre, on a commencé à aller
sur Strasbourg, sur la Meuse, la Moselle. Et on est arrivé donc à Strasbourg, si je ne me trompe pas, le 22 novembre 1944. Et on a libéré Strasbourg. Et Leclerc a fait le nécessaire, il a fait porter le drapeau sur la cathédrale de Strasbourg. Et là, c'était quelque chose de formidable, pour lui et pour nous. Et à Strasbourg, j'ai quand même une certaine chance. Vers le 22, j'ai accompagné le colonel Diot, qui commandait donc mon groupement tactique. Je l'ai accompagné pour aller à l'état-major. Il y avait une réunion avec le général Leclerc, à place Kléber à Strasbourg. Pendant que le colonel était avec le général, etc., nous, on était sur la place dehors. Et il y a un obus qui est tombé, un obus qui venait de la ligne Siegfried. C'était l'équivalent de la ligne Maginot en France, mais les Allemands avaient la ligne Siegfried de l'autre côté. Et cet obus est tombé à une vingtaine de mètres de moi. On était projeté, mais je n'ai pas été blessé. Comme quoi, j'ai de la chance. Voilà. Est-ce que la guerre a changé votre vie? Ah, absolument, elle m'a changé complètement la vie. Moi, j'étais pas fait, à l'époque, je ne connaissais pas, je n'étais pas fait pour être militaire. Donc, en faisant une militaire, ça m'a changé la vie. Alors, je veux dire, comment? Donc, j'ai fait toute la campagne de France. De Strasbourg, au mois de février 1944, on nous a envoyés sur La Rochelle et Royan, sur l'Atlantique, pour libérer les deux forteresses allemandes. Les Allemands avaient gardé La Rochelle et Royan. Donc la deuxième DB est partie là-bas pour les libérer ces villes. Et en avril 1944, on nous a envoyés en Allemagne. La deuxième DB. Donc on est remonté, on a été en Allemagne. Et la deuxième DB a eu la chance et l'honneur, le bonheur de prendre le nid d'aigle de Hitler. Le nid d'aigle, c'était Berchtesgaden, c'était son fief, son état-major, sa résidence, c'était son pays à lui. Et c'est la deuxième DB qui a pris Berchtesgaden. Donc après ça, moi j'étais dans un petit village allemand, Dettenschwang, le mois de mai, donc à la signature des accords. Et un mois après, on a été renvoyé en France, en Seine-et-Marne. Et moi, je me suis fait démobiliser, puis j'ai été engagé volontaire pour la durée de la guerre, plus 3 mois, en novembre 1945. Comment faisiez-vous face à la peur et le stress? À la peur, mais, vu le moment, je peux dire, la plupart d'entre nous, des militaires, on n'avait pas de peur. On savait qu'il y avait un danger, qu'il n'y a pas de problème, hein, mais on n'avait pas la peur. On a eu peur, c'est arrivé d'avoir peur. Par exemple, il m'est arrivé, c'était à Strasbourg, je portais des messages, bon, j'étais en moto, hein, et j'ai vu un avion, un chasseur allemand, qui arrivait au-dessus de moi. Là, oui, on a une certaine frayeur. Alors, avec ma moto, j'ai réussi à quitter la route, à aller dans le fossé. L'avion est passé. Une autre fois, toujours en Alsace, à Obenheim, je devais porter un ordre au colonel Massu, la nuit, avec ma moto. Bon, je pars, je continue, Obenheim, Plopsheim, etc. Je ne vois toujours pas de Massu, enfin d'état-major, les ouvriers, des militaires. Je ne vois pas de militaires, rien. Ce que je fais demi-tour, je reviens.
Puis à un moment, un soldat qui, quand j'arrive, mais qu'est-ce que vous faites là? J'avais dépassé les lignes françaises pendant plus d'une dizaine de kilomètres. J'étais en ligne allemande. J'ai eu la chance, les Allemands m'ont pas tiré, ils m'ont pas vu, et je suis revenu, mais j'ai traversé. Les lignes françaises étaient à tel endroit, j'ai fait 10 kilomètres de plus. Et ben, la nuit, le seul truc qu'on a, il n'y a que les gens qui peuvent en face nous dire, ça y est, vous êtes là, on est là. Mais là, il n'y a personne. Donc j'ai fait demi-tour. Vous étiez seul aussi? Ah bah oui, je suis seul d'ailleurs. Quand on est en moto et qu'on porte des autres, on est tout seul. Hein. Et là, oui, j'ai eu une certaine frayeur après. Hein, de la chance. Quels sont les souvenirs les plus importants selon vous? Ah ben, le souvenir, le premier, c'est le débarquement en Normandie. Hein, parce que déjà, oui, quand on débarque, moi avec ma moto, du navire, on était dans comment dirais-je déjà, une barque de débarquement, et en moto, avant d'arriver sur la terre ferme, on était dans l'eau. Bon, ça va déjà, mais ce qui marque le plus, c'est la libération de Paris, la libération de Strasbourg. De tous ces Français qui étaient heureux de revoir des soldats français. Alors après, si vous voulez, je continue. Donc en novembre 1945, je me suis fait démobiliser. Je suis redevenu un Français normal. Voilà. Mais moi, comme ma marraine, qui est en Angleterre, je l'ai rejoint. Son mari était revenu de prisonnier. Il avait fait plus de 50 camps de concentration. Et donc je les ai rejoints en Angleterre. En Angleterre, ben, ma foi, j'ai vécu comme ça, mais je ne trouvais pas ma vie. Je suis revenu en France. Et en France, j'ai fait un concours pour entrer dans la SNCF. Mais le salaire que j'avais ne me permettait même pas, pour ainsi dire, de payer une chambre. Donc qu'est-ce que je fais? Je me suis engagé dans l'armée. En 1947, j'ai signé un engagement dans l'armée où j'ai été pris au 3e régiment d'infanterie coloniale. Donc voilà, je suis redevenu militaire avec mon grade de sergent. Et en 1948, on m'a envoyé en Afrique équatoriale, française. Donc l'Afrique équatoriale, il y avait le Sénégal, il y avait le Lubangui-Chari, qui maintenant c'est le Centrafrique, il y a le Gabon, le Cameroun, etc. Donc en 1948, je suis parti en Afrique. En Afrique, j'ai fait 2 ans et demi. C'était la durée d'un séjour. Militaire, on partait pour 2 ans et demi. Et j'ai fait donc, j'ai passé 2 ans et demi à Boire. À Boire, c'est une ville qui est à peu près une centaine de kilomètres de Bangui. Bangui, c'était la capitale de l'Ubangui-Chari. J'étais sergent, et là, je formais des soldats, j'étais sergent, je prenais comme mon grade, quoi. Hein. Et ça s'est très bien passé. C'était très bien, en Afrique équatoriale. Un bon séjour, un bon climat. Et je suis revenu en novembre 1950. Et en 1952, donc en 1950, je suis revenu, j'étais à Versailles, à Satory, un camp militaire de Versailles. Et comme j'étais militaire, moi j'étais aux ordres de l'armée. Hein, c'est pas... Et en 1952, j'ai reçu l'ordre de partir en Indochine. Non, c'est pas du tout pareil, parce que l'Indochine, c'était la bagarre, c'était la guerre. Et donc en avril 1952, je suis arrivé à Saïgon. Et là, j'ai été
pris dans le 3e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens. Et ce bataillon, le 3e bataillon, il faisait partie du bataillon d'intervention de l'état-major terrestre d'Indochine. Donc, ce bataillon, dans tous les coups durs qu'il y avait en Indochine quelque part, souvent, il partait pour donner un coup de main. C'était bataillon d'intervention. Donc, j'ai fait le Laos, le Cambodge, le Cochinchine, le Tonkin. Et en novembre 1953, le bataillon est parti, était envoyé à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, c'était un lieu qui était à peu près 300 km, 400 km de Hanoï, et qui voulait se former, enfin un lieu où il voulait, comment dirais-je, détruire, enfin pas détruire, mais combattre et battre les troupes indo-chinoises, Viet Minh. Et la bataille de Dien Bien Phu était très 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 difficile, très dure, et on a été battus. On a été vaincus. Et j'ai été fait prisonnier le 7 mai 1945. 55, je dis pas. 55, j'ai été fait prisonnier. Dien Bien Phu est tombé, il est perdu. Et sur les 11 000 prisonniers français en Indochine, il n'y en a que 3 500 qui sont revenus. Donc il y a eu beaucoup de morts. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je suis revenu. Et donc je suis revenu, donc après Dien Bien Phu, je suis revenu en France. J'étais toujours à Paris, au premier régiment d'infanterie coloniale, etc. Donc j'ai fait des divers métiers. J'ai pris donc, à la fin, j'ai été nommé sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef. L'adjudant-chef, c'est le plus gros grade, sous-officier. Après, c'était officier. 54, octobre 54, je suis revenu en France. Et là, en mois d'août 55, je me suis marié avec une Évianaise. Et c'est ce que je vais dire, c'était un peu... Elle s'appelait Adrienne. Et à cette Adrienne, mon épouse, elle avait plusieurs sœurs. Donc sa sœur aînée a été la fiancée de mon frère aîné, Mario. Je ne l'ai pas dit, mais mon frère aîné Mario, il était, comment dirais-je, en 1944, au mois d'août. Il était militaire en 1940. Il était en Syrie. Il était militaire français, hein, il était en Syrie. Et en 1942, mon père est mort. Moi, je l'ai appris après la guerre, parce que j'étais en Angleterre, je ne le savais pas. Et donc, mon frère aîné est revenu pour aider sa mère, qui avait des enfants, qui ne savaient pas. Et il faisait partie des résistants de l'armée secrète, l'AS. Et en 1944, il a été dénoncé par un bon Français aux Allemands. Et au mois d'août 1944, mon frère aîné et 3 Évianais ont été pris, les ont amenés à Annemasse, au Rex, et donc en 1940, c'était autour du 20 août par là, des troupes allemandes qui faisaient de Douvaine, Loisin, Annemasse, ont été attaqués par des marquisards qui étaient sur Balaison et autres.
pour se venger, ils ont pris les 4e nés des Allemands, ils les ont ramenés à Loisin et les ont fusillés là où les Allemands avaient été attaqués. Et donc, mon épouse, sa sœur aînée était fiancée avec mon frère aîné qui lui a été tué. Comme quoi, c'est le... Et du coup, vous avez fait de l'armée une bonne partie de votre vie après la guerre? Non, justement, lors de la guerre, j'ai engagé en novembre, en juillet 1947, et j'ai quitté l'armée en juillet 1961. Donc j'avais fait 19 ans. J'avais le droit à la retraite proportionnelle. Il fallait 15 ans. Hein. Donc j'ai quitté, j'étais jeune encore, puisque j'avais commencé jeune, j'ai quitté donc en 61, j'avais 35 ans. Et là, après ça, j'ai fait une carrière dans le bâtiment et les travaux publics. Une entreprise qui était de Neufchâtel, qui s'appelait Fabrello. Et j'ai fait donc commencer dans les bureaux, hein, pas comme maçon ou autre, bureaucrate. Et j'ai fait donc une carrière de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics. J'ai pris ma retraite, à l'époque, c'était à 60 ans, le 1er janvier 1987. Que pensez-vous de la Seconde Guerre mondiale dans la manière où elle est étudiée et commémorée aujourd'hui? Ben, écoute, je pense que moi, enfin nous, c'était pas facile, mais on a fait, moi par exemple, même actuel, ça a toujours cours, ce qu'on appelle le concours national de la résistance et de la déportation. C'est des élèves de 3e, de l'autre qui doivent le faire. Et moi, en tant qu'ancien militaire, j'ai fait, c'était un peu mon devoir de transmettre aux jeunes ce qu'on a subi et ce qu'on a ressenti, nous, pendant la guerre. Et donc, j'ai fait pendant plus de 20 ans, même plus, oui. J'ai participé tous les ans au concours national de la résistance et de la déportation pour transmettre aux élèves qui étaient d'accord, parce que c'était des volontaires, ce n'était pas obligatoire à tout le monde. Ce qu'on, nous, on avait ressenti de la guerre et de tous les malheurs qu'il y avait et les bonheurs. Y a-t-il des aspects de votre expérience qu'on n'a pas encore parlé ou que vous aimeriez partager? Mon expérience personnelle, moi, c'était, disons qu'après la guerre, c'était pour moi un bonheur, un honneur de retrouver des compagnons ou d'anciens Français qui ont fait la guerre. On a pu se transmettre aussi entre nous ce qu'on avait ressenti. Oui, pour ainsi dire, le bonheur, tu es toujours en vie. Et comment dirais-je, les sensations qu'on a ressenties pendant cette guerre. Parce qu'il y avait des bons moments, mais des moments moins bons. Parce que je ne peux pas dire que c'était toujours la gloire. Hein. C'était difficile, par moments, même souvent. Mais comme on s'en est toujours sorti, ça bien, par exemple, ouais, à Dien Bien Phu. Je suis donc arrivé à Dien Bien Phu en novembre 1953. J'étais fait prisonnier en mai 1954. On a vécu donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, pendant à peu près 6 mois, dans des tranchées. Des tranchées, on avait fait nous-mêmes, avec la pelle et la pioche, nos tranchées. Dans les tranchées, on a fait des trous, et on dormait dans les trous. Et ça a duré pendant presque 6 mois. Hein? On n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas de robinet, il n'y avait rien.
Nous, on avait une chance, c'est qu'au pied de mon poste, qui s'appelait, oui, de mon poste, il y avait une rivière, un amont. Donc, on a eu de la chance, on avait de l'eau. Mais pendant 6 mois, on a vécu en pleine terre, comme ça. Hein? Et on a survécu, puis on est là. Voilà. Mais, oui, moi, je peux dire que ça m'a formé. De toute façon, hein, ces différentes guerres, ça m'a formé. En bien, je crois. Ça m'a fait ma vie. J'ai vécu, comme beaucoup de Français, d'autres, heureux. Il y a eu des coups durs, des moments pas faciles. Mais je crois, moi, que l'école militaire des cadets et autres m'ont formé pour tenir jusqu'au bout. Bah, merci beaucoup d'avoir été présent. Mais moi, ça me fait plaisir. Honoré. Mais j'espère que ça vous permettra de vous, d'ailleurs, ce que je dis toujours, faut jamais, comment dirais-je, pas déconseiller la France, il faut toujours faire confiance. Dans tous les coups durs, la France se relève. Hein, donc, n'ayez pas de crainte pour l'avenir, mais il faut faire le nécessaire pour faire ce qu'il faut. Voilà. Mais il ne faut pas désespérer de la France. Mais en tant que Français, d'origine italienne, je peux dire ce que c'est. Oui. C'est formidable. Bon. Merci beaucoup, monsieur. J'en prie, moi, ça me...